Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le directeur. Mais je trébuche toujours quand je commence à donner des titres aux gens comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Et merci de cette invitation. Monsieur Gremillon m'avait invité à quelques reprises et j'avais toujours eu beaucoup d'hésitation. Mais j'en ai moins eu cette année quand j'ai vu la thématique, les technologies au service du pédagogique. Et j'ai décidé d'accepter de faire cette présentation en donnant le titre suivant, des pédagogies actives amplifiées par les technologies ou des modifications pédagogiques techno-déterminées. Les propos tenus par M. le recteur vont dans ces deux sens, je dirais. Personnellement, dans la présentation aujourd'hui, je vais dire quelque chose comme des modifications pédagogiques techno-déterminées. Ça vaut probablement pas la peine de s'orienter vers ça. Ou en tout cas, ça ne c'est pas vraiment une valeur ajoutée, parce qu'on fait un peu plus de la même chose, ou un peu mieux de la même chose, ou avec un peu plus de patience de la même chose, mais j'irai vers les pédagogies actives amplifiées par les technologies. Ce titre est inspiré, entre autres, d'un monsieur qui s'appelle Cécile et qui écrit des choses fort intéressantes, et notamment dans ce numéro de la revue Distance et médiation des savoirs. La question du numéro était « Les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire ?» à laquelle il répond certainement. Et puis, il fait référence à plusieurs formes d'amplification, la distance, le temps, le nombre d'étudiants. Et puis, M. le directeur a parlé à quelques reprises de l'individuation, je vais insister là-dessus. Amplification de l'équité, je vais insister là-dessus également, de même que sur les critères de capacitation. Capacitation, c'est pas tellement dans le vocabulaire québécois, donc j'ai trébuché 2 fois dessus. Alors, et dans la présentation, je m'attarderai plus à individuation, équité et capacitation. Maintenant, pour mettre la table, quelques citations. Une enseignante québécoise qui travaille au secondaire et à qui, dans son école, on travaille Boyd ou avant, apportez votre appareil numérique. Et elle a dit ceci, le Boyd, Bring Your Own Device, c'est comme le communiste. Sur papier, c'est vraiment une excellente idée. Mais quand on l'applique dans la réalité, c'est une catastrophe. Alors, elle est dans une école où, franchement, la tablette fait partie de la vie à tous les jours et où le numérique et les technologies sont vraiment importantes. C'est moi qui ai mis la couleur différente. Elle continue en disant quand j'enseigne, j'aime voir les yeux de mes apprenants. Je n'ai pas envie d'enseigner à des écrans et je n'ai pas envie que mes élèves me contredisent parce qu'ils ont trouvé de la fausse information sur des sites comme Wikipédia. Alors déjà, j'ai souligné la fausse information. Ça illustre un peu la représentation que dans l'enseignement, des gens ont, même dans le milieu universitaire ou dans les hautes écoles, que les gens ont de Wikipédia, alors qu'il y a eu des études fort intéressantes qui comparaient le nombre d'erreurs dans Wikipédia par rapport à l'encyclopédie Britannica et compagnie, et il n'y avait pas une différence si impressionnante. Donc, mais en même temps, quand on entend dans l'école un enseignant ou une enseignante insister sur quelque chose comme ça, il faut être attentif parce que ça dévoile une perception, une compréhension, une représentation qu'elle a de ce qui est à sa disposition. Mais je répète, elle est dans une école ou dans un environnement scolaire qui intègre le numérique fortement. Maintenant, je vais passer quelques temps parce que j'étais inquiet de m'adresser à des gens hyper spécialisés dans le domaine des technologies, alors que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit à la pédagogie. Je me suis dit, je ne peux pas arriver là avec mes grandes affirmations, même si M. Cohen fait une partie élogieuse de mes écrits, je ne peux pas m'adresser à ces gens-là sans m'appuyer sur quelque chose. Donc, quelques observations, 7-8 diapositives que je vais passer rapidement, et ensuite je vais aller directement à mon propos. Mais s'il y a des gens qui devaient quitter avant que je termine de prendre la parole, je vous dirais que pour moi, c'est l'argument que je vais utiliser, d'ailleurs le point que je vais argumenter. Si le numérique est utile pour nous à l'école ou dans les hautes écoles ou dans les universités, c'est pour nous aider à faire de la formation un parcours.
Et faire de la formation un parcours, ce n'est pas juxtaposer des cours disciplinaires ou ce n'est pas juxtaposer des unités d'enseignement en rêvant un jour que les étudiants vont faire quelque chose, vont faire un système de cela, mais c'est vraiment d'appuyer ou d'intervenir directement sur ce système-là. Donc, au fur et à mesure de la conférence, je vais appuyer là-dessus, et s'il y a quelques citations ou observations qui vont dans le même sens que mon propos, je n'ai pas de cachette avec vous, c'est explicite, je vais insister là-dessus. Alors, quelques observations, ceci qu'on peut lire à peu près partout. La très grande majorité des enfants nés au 21e siècle ont appris à manipuler et utiliser des appareils numériques, peu importe lesquels, bien avant d'apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a une certaine... Ils n'ont pas peur de l'outil ou de la mécanique. Maintenant, pour nos amis français, un combat, selon moi, perdu d'avance. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on met de l'énergie là-dessus. Bannir les téléphones intelligents, pour parler comme eux, les smartphones dans la classe. Alors, disons que je ne serais pas dans cette logique-là. Au contraire, ça existe, il y a beaucoup d'informations. Profitons-en, c'est un moyen de communication, un excellent moyen de communication. Une petite tape sur les fesses pour les MOOC. On le trouve dans les MOOC qui sont par ailleurs très intéressants. Une nouvelle forme de magistralité vraiment bien déguisée, bien organisée, bien systématique. Ça ne veut pas dire que je serais contre tout ce qui est magistral, bien au contraire, mais je serais pour quelque chose qui est, c'est pas vraiment très français, mais just in time, quelque chose qui correspond, qui répond à des questions, qui répond à des problématiques, qui permet de mieux comprendre ou qui permet d'agir d'une manière plus judicieuse et plus réfléchie en s'appuyant sur des connaissances ou des ressources qui sont explicites ou conscientes. Et puis, pour parler de mon bon voisin Donald, que j'aime pas du tout, les dernières élections présidentielles aux États-Unis et au Brésil nous ont clairement démontré que dans les écoles, y compris dans les hautes écoles et à l'université, c'est important de travailler sur la validité et la fidélité des sources d'information, notamment ce qui vient du numérique, et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser sous la responsabilité de quelqu'un quelque part qui n'est pas clairement identifié. Alors, si j'avais quelque chose de catégorique à dire contre le milieu scolaire, je dirais que je trouve vraiment très regrettable qu'on ait attendu que quelqu'un qui est le président d'un pays important s'amuse dans les fake news et méprise à peu près tout le monde qui dit des vérités, et que les gens n'aient pas vraiment les outils pour réfléchir sur est-ce que c'est validé, qui a dit ça, est-ce qu'il y a une contre-validation de ça. Alors, pour continuer encore dans mes citations, je reviens au monsieur Ceci qui dit des choses très intéressantes. Il aurait dit quelque chose comme, et ça, je suis d'accord avec cette orientation-là, à l'école, on devrait valoriser les compétences humaines. Bon, enfin, on pourrait peut-être ne pas s'entendre pour qu'est-ce que c'est les compétences humaines ou de quoi s'agit-il, face à celles facilement automatisables. Alors lui dirait, par exemple, s'il y a des compétences qui font partie de la formation et qui sont automatisables ou qu'une machine ou qu'un outil pourrait faire à notre place, ça ne vaut peut-être pas la peine d'investir énormément là-dessus. Mettons beaucoup d'énergie sur le dernier paragraphe. Humanisme, créativité, collaboration, métacognition, culture numérique, vraiment, et investissons cela avec des pédagogies actives. D'ailleurs, le titre de ma conférence, Pédagogie active amplifiée par la technologie, ça vient de lui. Donc, par l'entremise de ces pédagogies amplifiées par la technologie. Alors, je continue encore un peu avec mes extraits, mais ça va s'arrêter bientôt. Quelques petites statistiques intéressantes de l'Union européenne 2016. 37% des travailleurs dans l'Union européenne ont des compétences numériques faibles, voire inexistantes. Mais bon, on pourrait trouver que ce n'est pas dramatique. Ça devient plus dramatique pour nous qui sommes dans l'enseignement. Moins de la moitié des enfants fréquentent des écoles hautement équipées sur le plan numérique. Seuls 20 à 25% d'entre eux, de tous ces enfants, ont des enseignants qui se sentent suffisamment à l'aise pour utiliser des technologies pendant leurs cours, et 18% des écoles primaires et secondaires dans l'Union européenne
ne sont pas connectés à un réseau haut débit. Alors, ça voudrait dire que, bien avant qu'on se préoccupe de la pédagogie ou de l'efficacité, comme M. le recteur en parlait, et des risques et des dangers aussi, on a des questions à se poser sur le degré d'appropriation que les enseignants ont développé par rapport à ces outils, le degré d'intégration que ces outils ont dans l'école et ce qu'on espère aussi développer. Alors, je termine bientôt toutes mes citations. Le ministère de l'Éducation du Québec ou le gouvernement a écrit quelque chose comme ça vient de sortir, en disant pour les enseignants, le numérique transforme tous les volets de la mission éducative. Et au Québec, il y a 3 missions éducatives: éduquer, socialiser, instruire. Ne me demandez pas de définir ça correctement. Le numérique élargit l'éventail des pratiques pédagogiques possibles, ouvre de nouvelles avenues pour innover et, j'ai changé la couleur, surtout des occasions d'apprentissage convivial et interactif pour les jeunes et les adultes. Alors, quand on fait des recensions d'écrits assez systématiques sur le numérique, la contribution du numérique dans la formation, on voit que l'apprentissage interactif, l'apprentissage collaboratif, le socio-quelque chose, le socio-constructivisme, est quelque chose qui est présent vraiment un peu partout. Et puis, pour terminer cette citation, quelque chose de la Commission européenne en 2017, une des forces du numérique ou de la technologie en éducation, c'est de pouvoir supporter tout ce qu'on décrit, parce que si vous avez suivi un peu la littérature pédagogique ou sur les pratiques d'enseignement depuis 10 ans, 12 ans ou 15 ans, beaucoup de personnes parlent de stratégie centrée sur l'apprenant ou l'apprentissage au cœur de l'enseignement, où il y a même des gens qui disent le paradigme de l'apprentissage par rapport au paradigme de l'enseignement. Alors, selon la Commission européenne, les technologies ou le numérique permettraient cela. And boosting, c'est vraiment un mot intéressant, vraiment soutenir l'engagement actif de l'apprenant, sa motivation, le traitement de l'information dans le processus d'apprentissage et dans le fait que c'est lui qui apprend, c'est lui qui est le propriétaire de ce qu'il a appris et c'est lui qui est conscient du développement qu'il a fait. Alors, je ne vais pas tout systématiser ça, mais je dirais que ce modèle de Puente Dura, pour moi, est un modèle intéressant. Pour faire rapidement, le niveau amélioration est un niveau qui, dans la conférence, ne va pas vraiment m'intéresser par la suite. On pourrait dire le niveau substitution, c'est vraiment un outil qui permet de faire mieux, plus rapidement, plus efficacement, souvent plus patiemment, ce qui existe déjà. Le niveau augmentation, c'est un niveau où le numérique apporte quelques améliorations fonctionnelles. Et ce penseur dit c'est de l'ordre de l'amélioration, mais ce n'est vraiment pas de l'ordre de la transformation. Alors personnellement, pour le reste du temps qui m'est donné, je vais plutôt m'intéresser à la transformation et en disant, la modification, on pourrait penser le numérique soutient la mise en œuvre de nouvelles configurations ou de nouvelles séquences dans les activités d'apprentissage. On n'a pas vraiment transformé l'ensemble du curriculum ou l'ensemble de la formation, mais on a apporté des changements dans les séquences. Et on a fait quelque chose de significatif que cet auteur dirait ça ne serait pas possible sans les technologies. Là où c'est selon moi le plus intéressant, c'est de dire dans la redéfinition, dans la dernière lettre de SAMR, pour dire le numérique permet la création de nouvelles approches ou de nouvelles situations impossibles auparavant. Et je dirais que si j'avais des exemples à donner sur la redéfinition, je dirais les domaines de la santé qui utilisent la simulation dans une multitude de domaines sont pour moi des domaines qui utilisent d'une manière redéfinie la formation médicale, la formation physiothérapeutique ou peu importe comment on l'appelle, et qui ne pourraient pas faire cela
de la manière dont ils le font sans le recours à des technologies. Donc, pour la suite de mon intervention, je serai plutôt dans le M et le R, mais je rêverais d'être dans le R, et dans la partie qui se nomme plus transformation. Donc, c'est ce que dit cette diapo. Et je vais aussi, si vous vous souvenez des amplifications que Cécile définissait, plus individuation, équité et critères de capacitation. Maintenant, c'est le temps d'être un peu catégorique. Je dirais qu'on observe dans l'enseignement des choses vraiment intéressantes, apprentissage par problème, étude de cas, apprentissage par projet, alternance. Et puis tout à l'heure, j'ai lu le programme et tout à l'heure, j'ai entendu la classe inversée, la classe renversée, et voilà. Ce sont des essais que je trouve intéressants. Je trouve que ces essais sont passablement timides. Ils ne vont pas vraiment très loin. En même temps, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais attention, je serais d'accord, que dans le domaine de l'ingénierie ou dans le domaine de l'architecture, il y a des formations qui sont vraiment apprentissage par projet et qui vont très loin et qui ne pourraient pas se dérouler comme cela sans le numérique. Je serais d'accord. Ma petite réserve serait celle-ci. On a souvent tendance dans l'enseignement à transformer des moyens pédagogiques. Pour moi, apprendre à partir de problèmes, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pédagogique. Mais quand j'entends une faculté dire « nous sommes apprentissage par problème », ma question serait « mais why? Pourquoi est-ce que vous faites ça? » Et et je connais quelques réponses. Je peux vous dire, dans le domaine de la médecine, on fait ça. Et ces gens, souvent, je suis dans une université où on a fait ce changement-là il y a 35 ans. Donc, les gens disent « Ah, mais vous savez, monsieur, avant, il y avait des cours anatomie, pathophysiologie, microbiologie, machin comme ça. Puis, après 2 ans, quand les étudiants allaient en stage, les étudiants, ils avaient l'air d'avoir rien appris, là. » Alors, ils ont transformé et puis ils ont fait quelque chose qui est super intéressant et qui dit maintenant aux étudiants dans la formation de base, ça existe vraiment là, vous allez faire 14 unités. La première unité, c'est le système pulmonaire. La deuxième, c'est le système rénal. La troisième, c'est le neurologique et tout. Alors, disons qu'entre vous et moi, c'est génial parce qu'on a cessé de faire un découpage disciplinaire pour faire un découpage système du corps humain. C'est déjà beaucoup plus intégratif, là. Mais tout ça, ça s'adresse à une personne. Et la faculté dont je parle a tellement réalisé que les étudiants ne le faisaient pas que le dernier semestre de la formation de base, ils ont fait une unité indifférenciée pour que l'étudiant se pose la question de quoi s'agit-il, au lieu de dire ici c'est certainement le cœur parce que c'est l'unité en cardiologie, puis on va plonger dans ça. Donc, pourquoi je fais ce petit détour-là? Pour tenter d'illustrer, je ne suis pas sûr que j'ai réussi, mais pour tenter d'illustrer que quand on transforme un moyen pédagogique dans une finalité, ce n'est pas certain qu'on atteigne la finalité visée parce qu'on a fait du moyen quelque chose qui est vraiment la pierre angulaire sur laquelle on travaille. Donc, il ne faudrait pas que dans les technologies ou dans le numérique qu'on place au service de l'apprentissage, on garde cette préoccupation première qui est l'outil, le moyen pédagogique, mais qu'on aille plus loin que ça et qu'on dise pourquoi on fait ça, quel apprentissage se soutiendra chez l'étudiant, et puis mettre les technologies au service de cet apprentissage. Alors, pour reprendre quelque chose que j'avais mentionné, je dirais les simulations, c'est un exemple, il peut y avoir bien d'autres choses, employées dans les formations visant la professionnalisation dans les domaines complexes comme piloter un avion, réparer des CF-18 ou des avions de guerre. Mais il y a une lacune très importante ici et qui se préoccupe de l'apprentissage. Et des recherches nous diraient la simulation sans débriefing ou la simulation qui ne porte pas une attention très importante sur qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez fait, surtout sur quelle base de connaissances reposent les décisions que vous avez prises, sont des formations qui conduisent à des lacunes importantes.
ou des formations qui permettent aux gens d'essayer de trouver dans la simulation une forme d'algorithme qu'on pourrait reproduire, alors que le recours à la simulation est quelque chose qui veut illustrer aux gens, faites attention, nous sommes dans un domaine complexe, il n'y a pas d'algorithme qui nous permette de trouver la bonne solution, il n'y a que des réflexions qui conduisent à des choix, ces choix étant reposant sur des bases de connaissances, ou si vous voulez dire autrement, sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, je dirais, bon, oui, bravo la simulation, mais on voit bien que si on n'est pas attentif, il y a également dans ce domaine des lacunes importantes. Il y avait d'ailleurs, j'avais entendu une fois un monsieur responsable de la formation sur simulateur de vol des pilotes d'Air France, puis il avait dit, c'est vraiment hallucinant parce que la simulation porte tellement sur les problèmes que finalement, le pilote est très habile à conduire un avion, je ne sais pas moi, Airbus, quelque chose, dans une situation problématique, mais dans un contexte normal, il ne se retrouve pas. Donc, c'est pas mal d'avoir bien simulé les trucs, mais dosons les choses d'une manière intéressante. Donc, et ici, là, je pense que j'entre dans des lieux communs, mais bon, tolérez que durant 2 diapos ou 3, je marche dans des lieux communs, ensuite je vais sortir. Pour moi, je travaille toujours, d'ailleurs, c'est avec Balise que l'essentiel s'accorde, là. Je travaille toujours avec ces référents-là. Un élément important, mais je pense que ce n'est pas important de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Puis pour le dire autrement, pour moi, l'apprentissage, c'est un changement permanent. Je n'arrive pas à comprendre que dans l'enseignement, on puisse dire un jour, c'est vraiment dommage, il a oublié ce qu'il a appris. Ben, il ne l'a pas appris. Parce que si vous avez comme idée que l'apprentissage est un changement permanent, ben, c'est intégré dans la personne, c'est intégré dans ce qu'il a construit comme base de connaissances pour agir. Alors, je dirais que, et ça c'est un danger du numérique, le numérique pourrait faire en sorte qu'on travaille énormément sur l'apprentissage en surface, c'est-à-dire mémorisation, faire de l'exercice, répéter des exercices, répéter la mise en place de séquences d'actions hautement prévisibles. Mais si on fait ça, entre vous et moi, on n'est pas dans l'apprentissage en profondeur. En tout cas, on ne serait pas dans l'apprentissage qui soutient chez la personne un changement permanent. Alors, bon, dans la suite, avant aussi, mais dans la suite de ce que je veux dire, pour moi, à chaque fois que j'utilise le mot apprentissage, c'est pour dire apprentissage permanent, quelque chose qui est pérenne, quelque chose qui me permet de mieux comprendre, de mieux analyser les angles, mieux représenter le problème, d'agir d'une manière beaucoup plus judicieuse. Alors, voici les lieux communs. Passons là-dessus, parce que s'il y a des gens qui ont fait une thèse de doctorat sur le socio-constructivisme, je suis complètement mort. Alors, je dirais que, bon, simplement, moi je dis aux gens, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'apprentissage sans un traitement actif de l'information ou sans une transformation de l'information. Et ça, c'est un peu les cognitivistes qui nous ont raconté quelque chose comme ça. OK. Et puis, bon, Piaget et Vygotsky, mais ils ne travaillaient pas ensemble, mais nous, on leur a fait dire des choses intéressantes. L'apprentissage, c'est une construction. Si vous voulez que la personne soit comme une machine à photocopier par rapport à ce que vous racontez ou par rapport à ce qu'elle lit, ben, vous êtes probablement d'un domaine behavioriste ou behavioral très accentué là, et loin de la construction. Mais on voit que la répétition, ce n'est pas quelque chose qui conduit à un apprentissage permanent. Donc, je dirais traitement de l'information, construction de la connaissance. Et puis, dans le domaine du cognitivisme, les gens ont dit c'est important d'avoir des bases de connaissances qui sont très, très, très bien organisées. Et les gens qui mettent ça en place, on voit qu'il y a recours très fréquemment à la cartographie conceptuelle ou à des mind maps ou à des réseaux de concepts, peu importe comment vous appelez cela. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils veulent vraiment soutenir l'apprentissage de la personne ou des étudiants ou des élèves qui sont devant eux et travailler à construire vraiment cette base de connaissances qui est un grand réseau, quoi. Et on voit bien que dans cette réflexion-là,
les bases de connaissances qui sont disciplinaires ne sont pas des bases de connaissances qui collaborent fortement à la réflexion dans des domaines complexes ou à l'action dans les domaines complexes. Donc, ça nous pose des questions importantes. Et pour aller, c'est la dernière diapo, dans les lieux communs. Ah ben tiens, je mets les trois. Je dirais que l'importance des situations authentiques ou ancrage dans des réalités complexes. Alors, pour reprendre l'exemple de la simulation, je travaille dans un centre vraiment important en France, un centre de simulation de la santé, puis dans le domaine des sciences infirmières, pour que les étudiantes ou les étudiants soient conscients de l'anxiété du mannequin. Le mannequin fait pipi. Mais entre vous et moi, ce n'est pas très fort comme authenticité d'une situation. Et ce que les études démontrent, c'est que si vous voulez que les gens qui soient dans les domaines de la simulation complexe ou dans la simulation dans les domaines complexes comprennent non seulement, restons dans la santé, non seulement le problème de santé, mais en examinant le problème de santé ou en le considérant et accès à toute la réaction émotive de la personne, intégrer les émotions dans les situations complexes. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous travaillez sur quelque chose qui n'est pas authentique, pour reprendre ce qui est dans la parenthèse. Alors, ce que ça veut dire aussi pour nous qui sommes dans le numérique, intégrer le numérique, ça peut être vraiment exceptionnellement puissant ou ça peut être fantastique. Posez-vous toujours la question, est-ce que la situation que j'ai créée ou les situations d'apprentissage que j'ai introduites grâce au numérique sont des situations d'apprentissage authentiques? Et s'il leur manque quelque chose pour les rendre authentiques, soyez très préoccupés de cela. Je passe rapidement sur le deuxièmement pour dire que explicitation des nouveaux apprentissages, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais j'ai mentionné dans la diapo qui parlait de la simulation qu'une des limites de ce cadre de formation, je dirais la même chose, par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, quand on utilise les projets comme conception. D'ailleurs, je suis dans une université où, dans le génie électronique, les étudiants sur 8 semestres conçoivent 7 projets d'ingénierie, et sauf mathématiques, ils n'ont pas d'autres activités de formation formelle sur les bases de connaissances. Alors, c'est donc important, à des étapes de conception du projet, de s'asseoir ensemble et d'expliciter qu'est-ce que vous avez construit comme base de connaissances en physique des matériaux, dans les circuits électroniques. Et donc, si ça vous intéresse, le découpage disciplinaire, nice, vous pouvez le faire, mais faites-le ancré dans une situation réelle ou dans une situation concrète. Et puis, bon, se préoccuper de la transférabilité des apprentissages, je passe parce que le temps m'échappe un peu. Je vais citer le bon monsieur Peraya, qui, je ne sais pas s'il est encore à l'Université de Genève, mais qui était là longtemps, il n'est plus, et qui raconte toujours des choses intéressantes, à mon avis. C'est encore une fois dans la revue Distance et médiation des savoirs. Et puis, c'est moi encore qui ai mis la couleur, en disant que les courants pédagogiques se sont centrés progressivement sur l'apprenant. J'ai essayé de signaler ça au passage avec vous. Et le processus d'apprentissage, on pourrait dire, et non pas sur le processus d'enseignement ou non pas seulement sur le processus d'enseignement. Et il ajoute quelque chose qui pour moi est très important, et grâce au numérique, il cherche aujourd'hui à encourager des scénarios socio-constructivistes et collaboratifs. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation du Québec faisait la même chose, qui favorise l'autorégulation de l'apprenant et l'apprentissage en profondeur. Donc, disons, à partir de cette ligne-là, on pourrait dire que le monsieur a repris, ou j'ai repris du monsieur, un bon nombre d'idées en faisant des diapositives. Donc, pour continuer ou être un peu plus concret, mais là, je suis dans les vœux pieux. Dans la deuxième diapositive, j'arrive dans les choses plus concrètes. On pourrait dire le numérique devrait nous obliger ou pourrait nous obliger à faire des changements que j'oserais appeler de nature paradigmatique, mais j'aurais des hésitations parfois. Et si on faisait ça,
il y aurait les 4 choses suivantes, mais je vous dis maintenant, je suis conscient que les 4 points qui sont mis là sont des vœux pieux, où c'est comme, wow, c'est désirable, mais je vais aller plus en profondeur, et dire, ces changements devraient assurer l'apprentissage en profondeur, ces changements devraient imposer l'engagement actif de l'étudiant, constructiviste, cognitiviste, traiter de l'information, nécessitant les outils numériques dans la logique à laquelle faisait référence M. le recteur, et exigeant des transformations dans la culture des enseignants. Comme c'est des vœux pieux, j'irai maintenant un petit peu plus en profondeur. Si j'avais une thèse à défendre, ce serait celle-là, et de dire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans l'enseignement ou dans les formations. C'est un peu excessif de le dire, il y a quelques exceptions. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. On ne travaille pas dans une logique de parcours de formation, disons-le, puisqu'on est dans une haute école pédagogique. On ne travaille pas dans une logique de parcours de professionnalisation. On travaille sur des pièces que les étudiants juxtaposent et quelque part au terme de leur formation, ça a créé une identité professionnelle ou ça a développé des outils professionnels, mais personnellement, je ne le trouve pas autour de ça une logique de formation. Et pour le prendre, la manière dont des gens en France ou des gens en Belgique ou en Suisse font référence à cette idée-là, c'est toujours la progressivité des apprentissages. Alors, si M. le recteur n'avait pas dit qu'il était en mathématiques, j'aurais dit, pour un étudiant, au premier semestre, suivre maths 101 et au deuxième semestre, maths 202, ça ne lui dit pas beaucoup de choses. La réussite à chacun de ses cours pourrait aussi ne pas lui dire beaucoup de choses. Et si on était dans un système comme en France, où il y a de la compensation dans les cours qui appartiennent à la même unité d'enseignement, je peux avoir 6 dans un cours et 18 dans l'autre, et ça va me donner mon 11 pour passer. Honnêtement, on est très, très loin de l'apprentissage et très loin de la progressivité en apprentissage. Et je pense que le numérique, avec les bases de données et tout, pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur dans le parcours. Donc, je dirais ceci théoriquement pour aller à une dia qui, j'espère, est un peu plus concrète. Nous, dans la formation, on définit un itinéraire de formation, on définit une maquette pédagogique ou un programme, et on pense que si l'étudiant traverse ce programme-là, voilà, il a réussi, il aura atteint le niveau attendu. Je serais dans la logique où ce que nous avons défini est un itinéraire et l'étudiant transforme l'itinéraire en parcours. Le problème que nous lui créons, c'est qu'on l'oblige à suivre des séquences qui sont d'un prérequis à l'autre ou à avoir des réussites pour avoir le droit d'aller plus loin, qui sont souvent définies dans une logique d'enseignement et non pas dans une logique d'apprentissage. Et donc, je dirais que le numérique pourrait permettre peut-être, enfin je pense qu'il pourrait, mais je mets le mot peut-être, de faire de la formation de l'étudiant ou de la professionnalisation un réel parcours. Pour arriver à ça, il faudrait que la formation soit définie dans une logique qui est interdisciplinaire ou transdisciplinaire, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui parlent de pluri et multi, là, on oublie ça ce soir, sauf dans la période de questions, mais je dirais que pour moi, tout ce qui est le découpage disciplinaire est quelque chose qui est un obstacle au parcours de formation ou au parcours de professionnalisation. Je vais me permettre de sortir, il me reste encore 10-15 minutes, je vais me permettre de sortir de ce que j'avais planifié. Là où on a de bons exemples, parlons des Québécois pour 3 minutes. Le ministère de l'Éducation du Québec oblige tous les enfants de l'école primaire à aller à l'école 180 jours par année. Et c'est divisé en 3, ça fait 3 étapes, et les enseignantes ou les enseignants doivent évaluer les enfants à chacune des étapes, sommativement évidemment. Alors, il y a à peu près 40 000 parents, 40 000 enfants qui ne vont jamais à l'école,
parce que les parents ont décidé de scolariser les enfants à la maison. Quand on regarde ça, le ministère de l'Éducation, le même, là, le ministère de l'Éducation dit aux parents, évaluez vos enfants à chaque 2 ans. Puis à chaque 2 ans, vous nous rendrez compte de la progression, puis on va se baser sur vos évaluations. Alors, ce qu'on regarde, là je parle des Québécois, je vais aller ailleurs après, ce qu'on voit, c'est que ces parents travaillent dans des problématiques complexes pour la majorité d'entre eux, et en tout cas, ne privilégient pas une entrée par un découpage disciplinaire fort, mais privilégient la sortie par le disciplinaire. Et donc, quittons les Québécois, parce que ce ne sont pas toujours des exemples, allons aux États-Unis, 4 millions d'enfants et d'adolescents qui ne vont plus à l'école, 2 revues spécialisées sur le homeschooling, où des chercheurs font de vastes recherches là-dessus. Ils observent un peu la même chose. Et, encore là, l'obsession que les ministères ou les organismes placent sur l'évaluation n'existe pas quand la scolarité se passe en dehors des murs de l'école. Ce qui va me permettre de dire à la toute fin, dans une des dernières diapos, que nous avons une obsession de l'évaluation, et notre obsession de l'évaluation nous conduit aussi à nous éloigner d'un parcours de formation pour privilégier des étapes dissociées, mais qui peuvent être planifiées pour l'échange Erasmus et compagnie, mais qui ne sont pas toujours centrés sur l'apprentissage. Donc, je reviens à mon histoire. Définie dans une logique disciplinaire, enfin, pour moi, le parcours pourrait exister dans cette logique-là, vers le développement de compétences qui nécessitent de multiples ressources maîtrisées dans des situations variées. Extrêmement important, j'ai parlé de l'évaluation, exiger que l'étudiant évalue régulièrement sa progression dans une dynamique qui rend compte du développement et de l'autorégulation. Et une autre chose qui porte sur l'évaluation, que l'étudiant soit responsable lui-même de fournir les preuves de sa formation ou de son apprentissage. Je dirais que si on prenait les 2 derniers points, quand on voit les milieux où cela se produit d'une manière systématique, l'évaluation n'est pas semestrielle, et c'est possible qu'elle ne soit pas annuelle, et c'est possible qu'elle soit au terme de la formation, dans la mesure où les profs, aient donné un feedback continu, donc évaluation formative, si on veut parler d'évaluation, ou une rétroaction continue aux étudiants. Mais là, je sais que ça pose de multiples questions. Un petit extrait pour essayer de me donner du soutien ou de rendre de la crédibilité à ce que je suis en train de raconter. 2015, recherche et prospective en éducation, réflexion thématique, les apprentissages de domaine 2. Quel type d'apprentissage? On raconte ceci, qui me plaît énormément. Par-dessus tout, il faut que les compétences du 21e siècle se fondent sur des connaissances solides et intégrées, plutôt que sur un ensemble de faits compartimentés et décontextualisés. Mais décontextualisé, là, ça veut dire en dehors de situations qui donnent du sens ou, si j'allais dans ma logique, en dehors de situations authentiques qui permettent d'ancrer l'apprentissage. Et pour poursuivre dans le même sens, on a besoin, cet organisme qui en parle, on a besoin d'un programme qui soit ouvert aux contributions des apprenants, qui soit interdisciplinaire et qui combine apprentissage formel et apprentissage informel. Si je manque de temps, je vais m'arrêter, mais il me reste encore un petit peu de temps. Là, il y a un monsieur qui va me dire qu'il reste 5 minutes bientôt. Je vais parler maintenant d'apprentissage informel. Si j'avais une autre critique à faire sur la manière dont on organise l'école ou la manière dont on conçoit la formation, c'est comme si on était inconscient, mais nous ne le sommes pas, mais c'est comme si on était inconscient qu'il y a 1 million de choses qui sont apprises en dehors de l'école et que donc, il y a des apprentissages informels dont nous ne nous occupons absolument pas. Et je pense que l'enseignante qui dit au tout début, là, avec ses avants, j'aimerais voir les yeux de mes enfants, de mes élèves, et je ne voudrais surtout pas qu'ils disent quelque chose qui vient de Wikipédia et qui contredit. Je douterais qu'elle s'intéresse beaucoup à l'apprentissage informel,
mais je penserais qu'elle a une base de connaissances qui est bien définie et que cette base de connaissances ou une base de savoir, il faut la définir. Alors, donc, le deuxièmement reprend ce que j'ai mentionné là, en disant la majorité des lieux actuels de formation visent exclusivement l'apprentissage formel. S'il faut un exemple, celui-là. Je suis toujours, mais toujours, complètement estomaqué de réaliser que, par exemple, 50 étudiants dans une formation donnée sont allés faire des stages. Le stage a duré 4 mois ou 2 mois, et quand ils reviennent dans l'établissement pour poursuivre la formation, c'est comme s'il ne s'était rien passé dans le stage. Il n'y a pas d'enseignants qui reprennent les apprentissages faits dans les stages, où il y en a très peu, et on ne crée pas de lieu pour dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous connaissez maintenant grâce à vos stages, quelle est la pluralité des apprentissages que vous avez faits. On parle souvent de communauté d'apprentissage, bien go, allons-y, qu'est-ce qu'on a appris ensemble? Et nous allons formaliser ça, nous allons conceptualiser ça. Et donc, si j'avais un exemple à choisir pour dire attention, vous voulez me donner quelques tapes pour me dire que je conçois mal l'enseignement, je dirais les travaux pratiques, les stages et tout, c'est quelque chose. En tout cas, moi, je travaille avec des équipes de profs dans une université française où les gens font de l'alternance. Et donc, l'alternance, c'est comme dans un sens. Si on part de l'université, on va là, mais quand les gens reviennent, il n'y a pas beaucoup de choses qui est reprise de l'alternance. Ce qu'on entend, par exemple, ça me semble un peu logique, c'est rendu vers la fin de la formation, les étudiants qui disent quand on est en stage, on apprend. C'est vraiment incroyable, on a les mains dans le cambouis, c'est la vraie réalité. Puis ici, si on prenait une expression québécoise, et ça va bien maintenant depuis que Trudeau a légalisé le cannabis, on en fume du bon. Et donc, on est un peu dans les nuages et dans la théorie. Voilà. Et je dirais que ce qui nous crée problème, c'est vraiment, mais il n'y a pas que moi qui raconte ça, c'est tout est défini par la forme scolaire. Si on réfléchit à l'évaluation des apprentissages, on entend souvent l'idée, ouais, mais les étudiants pourraient prendre quelque chose qui est sur Internet. Et donc, je vais les rassembler dans une salle, je vais empêcher l'accès à tel outil numérique. Puis, durant 3 heures de temps, ils vont répondre, mais where are you? Où sommes-nous? Parce que, mais il y a une conception claire derrière ça, c'est qu'il y a un contrôle qui permet d'établir une base de connaissances particulière. Alors, on pourrait dire, mais là, je regarde le monsieur qui doit me faire 5 minutes, mais il ne me le fait pas, donc c'est bon. On pourrait dire ceci, si on est dans une logique de parcours, où on conçoit la logique de parcours, les outils numériques pourraient contribuer à ça dans la mesure où il y a une pluralité de voies pour atteindre les niveaux de développement attendus. On voit ça dans les formations maintenant, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de génie électrique, génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Cet projet dans l'ensemble de la formation, quand on voit la variété des projets des étudiants, ça devient clair qu'il n'y a pas qu'un type de projet qui soutient les apprentissages souhaités. Il y en a plusieurs. On peut faire une multitude de choses, mais ça demande aux profs de définir un itinéraire d'apprentissage et de faire en sorte que est-ce que les projets permettent de développer ces apprentissages souhaités? Et ce serait possible aussi dans la mesure où il n'y a pas qu'une seule manière de rendre compte de ce que j'ai appris, mais il y a une pluralité de manières ou une variété de preuves qui permettent de démontrer ce que j'ai appris. Et ça, je pense que dans ce plan-là, ce n'est pas demain la veille parce qu'on est à des années-lumière d'accepter que des preuves variées fassent une démonstration des mêmes apprentissages ou des apprentissages de même niveau. Voilà, merci.
Et donc, je dirais ceci, et je vais aller par la suite sur l'évaluation plus précisément. Donc, si on allait vers l'intégration de ces outils numériques dans ce sens-là, on pourrait dire l'enseignant dans ce cadre devient quelqu'un qui est plus un tuteur qui, grâce aux outils numériques, fournit régulièrement de la rétroaction. Tout à l'heure, quand je disais l'évaluation formative, certificative n'a pas besoin d'être aussi fréquente et favorise un haut degré d'autonomie possible chez les étudiants. Mais qu'un enseignant soit un tuteur plutôt qu'un prof, il y a beaucoup de moyens pédagogiques qui nous démontrent ça. D'ailleurs, c'est le titre qu'on donne aux gens qui interviennent dans l'apprentissage par problème en disant « vous êtes des tuteurs ». Et ce qu'on voit, c'est que ces gens dans la formation sont non pas des gens qui enseignent quelque chose, mais sont des gens qui valident ce que les étudiants ont appris. Ils sont à la recherche des connaissances erronées parce qu'ils veulent que l'étudiant construise une base de connaissances qui fasse sens et qui représente bien le domaine de savoir. Alors, je dirais que quand on parle de l'évaluation comme ça, on est vraiment, excusez-moi, je fais une mauvaise chose, nous sommes vraiment à des années-lumière de la compensation et on réussit quelque chose en ayant 10 sur 20 ou même 5 sur 7 ou 4 sur 7. On est à des années-lumière de ça. Et ce sera ma dernière diapo. Je dirais que l'évaluation est toujours quelque chose qui nous pose problème, je dirais même, peu importe l'angle ou l'approche pédagogique qu'on utilise dans l'enseignement. Quand on conçoit la formation comme un parcours et qu'on donne beaucoup de place à l'étudiant, à ce que les outils numériques lui apportent et au fait que l'enseignant ou l'enseignante, c'est un tuteur qui valide le parcours ou qui donne une rétroaction sur le parcours. Des questions cruciales arrivent comme celle-ci et là, je les pense en termes d'évaluation qui est plus certificative. Ça veut dire, avez-vous atteint le niveau attendu à ce moment de la formation ou au terme de la formation? Donc, je dirais, quelles sont les preuves qu'on demande aux étudiants de déposer, de sélectionner pour démontrer de l'apprentissage? Quelle est la fréquence de ces évaluations? Moi, j'ai répondu à cette question-là en disant très basse, très, très rare. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant d'évaluations qu'on en a maintenant. Et puis, forcément, je serais totalement contre ce qui fragmente, qui fait en sorte, par exemple, qu'on a un cours de, j'invente, 40 heures, et dans le cours de 40 heures, après 12 heures, on fait une évaluation qui vaut pour 40% de quelque chose. Après, on fait un travail qui vaut pour 30% de quelque chose. Puis après, il y a une note finale. Pensons seulement au message que cela donne à un étudiant sur l'ensemble de la base de connaissances ou l'ensemble des compétences qu'il doit avoir développées. Deux autres questions. Qui est en charge des évaluations? Et une question cruciale que les Suisses connaissent beaucoup mieux que tout le monde. Quelle est la nature de l'appréciation? Parce que dans les années 90-90, comme vous dites, j'étais sur un comité d'experts en charge d'évaluation de la rénovation de l'école primaire genevoise. Et je n'oublierai pas tout ce que j'ai entendu sur l'évaluation, mais c'est à l'école primaire, mais sur l'évaluation des apprentissages des élèves et tout ce qu'on raconte sur l'évaluation qualitative. Il me plaît cependant, je vais terminer là-dessus, il me plaît cependant d'entendre maintenant au Canada, parce qu'au Canada, chacune des provinces, disons le domaine de l'éducation, c'est une responsabilité provinciale. Mais le fédéral donne de bonnes indications, mais chaque province fait son truc comme elle le veut. D'ailleurs, c'est pour ça que le Québec est la seule province à avoir des cégeps, des collèges d'enseignement général des professionnels entre le secondaire et l'université. Ça n'existe pas ailleurs. Mais pour les médecins, il y a un organisme fédéral qui donne des orientations fortes, d'ailleurs, qui évalue les étudiants. Et la dernière demande de cet organisme aux facs de médecine pour les internes et les résidents, c'est de dire, OK, ça ne fait pas beaucoup de sens de faire une évaluation quantitative. Alors,
on aimerait beaucoup que vous fassiez des évaluations qualitatives parce que c'est possible qu'un médecin qui reconnaît 4 symptômes sur 5 nuise beaucoup à son patient. Ce n'est pas garanti le truc. Et donc, vous allez plutôt tenter de définir votre formation en disant, vous travaillez en pédiatrie, voilà, quelles sont les situations problématiques. À Sherbrooke, ils en ont défini 100, mais je crois qu'il y en aura plus. Alors, il y a 100 situations problématiques, 100 problèmes de santé, 100, que l'étudiant doit rencontrer dans sa formation. On ne tolérerait pas qu'un étudiant ne rencontre pas les 100. Et ce que cet organisme demande, c'est vous devriez fournir la preuve que pour les 100 problèmes de santé, chaque étudiant est capable de résoudre ce problème. Ce n'est pas un truc de 80% ou de 50%, parce que la responsabilité qui leur est donnée et les responsabilités qui leur sont données sont très grandes. Mais je pense que, mis à part que ça vient d'un organisme, c'est top-down et tout, ça vient du haut vers le bas, ça fait réfléchir sur nous tous qui sommes dans la professionnalisation de jeunes étudiants ou de jeunes étudiantes, qu'est-ce qu'on attend d'eux en termes de développement de compétences ou en termes de développement de professionnalisation au terme de la formation. Je vous remercie.